Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Parcours Mathématiques, le podcast qui donne la parole aux personnes travaillant dans les mathématiques. J'accueille aujourd'hui Adrien Rossil, médiateur scientifique à l'Institut Henri Poincaré. Cela faisait un moment que je voulais aborder le sujet, tant je trouve que ce métier est peu connu du grand public. Il nous racontera comment il a découvert assez tardivement ce métier et comment il a fait ses choix d'études entre sciences et audiovisuel. Il nous expliquera aussi ce qu'est la médiation scientifique et ses enjeux en mathématiques. J'espère que cette discussion vous plaira. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner pour soutenir le podcast. Vous pouvez aussi vous abonner au compte Instagram du podcast qui s'appelle Parcours Math Podcast pour découvrir les coulisses du podcast et les prochains invités et suggérer les questions que vous souhaiteriez leur poser. Je vous laisse maintenant rejoindre ma conversation avec Adrien. Bonne écoute! Bonjour Adrien et bienvenue sur Parcours Mathématiques. Pour commencer, je vais te demander de te présenter de la manière dont tu le souhaites. Bonjour Lorraine, bonjour à toutes et à tous. Donc je m'appelle Adrien Rossi, j'ai 26 ans, je travaille à Paris et j'habite juste à côté de Paris, à Montrouge. Je suis chargé de médiation scientifique à l'Institut Henri Poincaré, donc qui est un institut de mathématiques essentiellement. Voilà, ça fait 3 ans que j'y suis, et puis à côté de mon travail, moi je fais du théâtre d'improvisation. Je suis bénévole pour l'association SOS Homophobie, et puis j'aime bien les voyages notamment. D'accord. Est-ce que tu peux nous préciser un petit peu plus ton parcours ? Alors donc mon parcours, donc moi mes parents, enfin j'ai vécu jusqu'à mes 18 ans à côté d'une ville qui s'appelle Roanne. Je sais pas si tu connais, c'est pas sûr, c'est pas très connu. C'est une ville qui est à mi-chemin entre Lyon et Clermont-Ferrand. Et bon, j'étais même pas vraiment en ville, j'étais vraiment à côté, donc plutôt la campagne. Et quand après le bac, donc je fais un bac scientifique, je suis allé en prépa scientifique à Lyon et où j'ai fait donc 2 ans. Ensuite, je suis rentré dans une école d'ingénieur qui s'appelle l'Institut d'optique. J'ai fait 1 an à Palaiseau, à côté de Paris, puis 2 ans à Bordeaux. Ensuite, je suis revenu à Paris pour mon stage de fin d'études. Et c'est là, donc après ce stage, que j'ai ensuite rejoint quelques mois plus tard l'Institut Henri Poincaré, là où je travaille actuellement. D'accord. Et pourquoi est-ce que tu as choisi d'aller en prépa scientifique après ton baccalauréat ? Alors c'était un peu un non-choix et c'était surtout pas mon premier choix. En fait, quand j'étais au lycée, donc j'étais en filière scientifique, je dirais que j'ai été dirigé en filière scientifique parce que j'avais des bonnes notes en mathématiques, j'avais des bonnes notes en physique-chimie, en SVT. Et c'est quand même la filière où maintenant les filières ça n'existe plus au lycée, mais ceci dit ça change pas grand-chose avec les spécialités. Mais en tout cas, les élèves qui ont des bonnes notes généralement en sciences sont encouragés à aller dans les filières scientifiques. Donc j'ai un peu suivi le chemin, même si moi je m'intéressais à beaucoup de choses. Alors j'aimais pas trop l'économie, mais mon choix de cœur aurait potentiellement été filière littéraire. Du moins j'aimais bien les deux. J'étais assez littéraire aussi et j'aimais notamment beaucoup le cinéma. Enfin j'aime toujours beaucoup le cinéma d'ailleurs, mais à l'époque c'était pas mal dans ce domaine-là que je voulais m'orienter. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé le concours de la seule prépa cinéma qu'il y a en France, qui est à Nantes, qui prépare à 2 grandes écoles de cinéma que sont la FEMIS et l'École des Lumières. Donc, j'ai passé ce concours-là, que je n'ai pas eu. Et mon second choix, c'était une prépa scientifique. J'étais pas très motivé pour aller à l'université, je préférais aller dans une prépa. Et du coup, comme le cinéma, ça n'avait pas fonctionné, que j'avais pas très envie d'aller en fac en cinéma parce que je savais pas trop vers quoi ça menait. Enfin, pour moi, c'était plus clair de passer par, de quand même plutôt faire des études scientifiques quitte à revenir sur le cinéma plus tard. Et donc, je me suis lancé dans une filière, dans une prépa, alors en filière PC. Donc, c'est un peu étonnant parce que maintenant, je travaille dans les mathématiques. Mais en fait, quand j'étais en prépa, j'avais choisi de faire moins de mathématiques et plus de physique-chimie. Alors, en filière PC, il y avait quand même 9 heures, je crois, de mathématiques. Donc, j'ai quand même fait beaucoup de maths. Mais a priori, j'étais plutôt parti sur la physique au départ. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de professeurs on va dire, au lycée qui recommandent vraiment, qui poussent vraiment les gens à aller vers les sciences dès qu'ils ont des bonnes notes là-dedans, alors que c'est pas forcément, on va dire, ce pourquoi ils ont le plus d'aspiration. Et pourquoi après ta prépa, t'as choisi d'aller en école d'ingénieur plutôt que de faire, par exemple, autre chose ? Alors pareil, j'ai retenté les écoles de cinéma, mais comme j'avais pas fait les prépas, que j'avais pas du tout une formation qui allait vers ça, évidemment le concours, je me suis littéralement complètement planté. Enfin pas tant que ça, mais bon, ça a pas suffi pour intégrer l'école, qui n'était pas une grosse surprise de toute façon. Et déjà à ce moment-là aussi, j'étais un petit peu moins motivé par le côté d'aller vers le cinéma. C'était surtout parce que j'aimais beaucoup le cinéma, j'avais vraiment envie de travailler là-dedans, mais je sentais au fur et à mesure de mes études que c'était quand même une filière professionnelle qui était quand même très compliquée à intégrer,
qui impliquait beaucoup de précarité, notamment pour se lancer. Et j'étais pas forcément prêt à tout ce sacrifice-là, ce processus-là, pour finalement faire une carrière dans le cinéma. Et donc, tout en restant dans des domaines proches de l'audiovisuel, et comme je faisais des sciences, j'ai cherché une école d'ingénieur qui pouvait qui pouvait être en lien avec le monde de l'audiovisuel. Et c'est comme ça que j'ai découvert l'Institut d'Optique. Donc l'Institut d'Optique, c'est une école qui est affiliée à Centrale, qui fait partie du concours Centrale, et qui a vraiment des connexions, qui parmi les thématiques scientifiques qui sont étudiées par les élèves à l'Institut d'Optique, il y a des choses vraiment liées au cinéma, aux caméras, également plus globalement aux nouvelles technologies de réalité augmentée, réalité virtuelle, réalité mixte. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi cette école. En fait, j'en avais pas classé d'autres, je crois, parce que bon, à l'époque, je dis à l'époque comme si c'était il y a très longtemps, mais c'était en 2015. En tout cas, moi, j'avais déjà mes notes au moment où je classais mes écoles. C'est-à-dire que j'avais déjà mes notes des oraux des concours, et du coup, avec les notes que j'avais aux oraux, je savais que si je mettais l'Institut d'Optique, je l'avais. Donc du coup, comme c'était que cette école que je voulais là, de toute façon, c'était assuré en fait. Et c'est comme ça que je suis rentré en école d'ingénieur du coup. Et quel est ton ressenti sur les écoles d'ingénieurs, ou plus particulièrement la tienne? Donc l'Institut d'Optique, donc là où j'ai fait ma première année, c'est à Palaiseau. Alors le nom de cette ville, c'est pas très connu, c'est une ville qui est dans la banlieue sud parisienne, mais un nom qui est très connu, c'est le plateau de Saclay. En fait, c'est un plateau, littéralement, sur lequel il y a, maintenant, il doit y avoir quasiment une dizaine d'écoles d'ingénieurs. À l'époque, il y en avait un peu moins. En tout cas, il y avait c'est Polytechnique qui s'est installé en premier, et ensuite d'autres écoles ont rejoint. Donc l'Institut d'Optique était vraiment juste à côté de Polytechnique. Et donc, ce qui est assez particulier avec cet endroit, et qui est d'ailleurs beaucoup dénoncé par les étudiants et les étudiantes, c'est que c'est très isolé de la ville. En fait, c'est à 40 minutes de RER de Paris. C'est pas non plus à côté du RER, donc faut reprendre un bus ou faut marcher pendant 20 minutes pour aller à la gare. Et du coup, il n'y a pas vraiment de ville. C'est vraiment une université hors de la ville. Et alors moi, j'habitais à Orsay. Donc Orsay, pour le coup, ça, c'est à côté de la gare. Moi, j'étais plus dans la ville là où j'habitais, et pas mal d'étudiants étaient là aussi. Mais bon, même Orsay, ça reste une ville. C'est pas une ville avec une vie étudiante, quoi. C'est de la banlieue très résidentielle, plutôt aisée. Et donc, c'est des endroits qui sont très isolés en fait pour les étudiants. Alors il y a une grosse vie étudiante dans les écoles avec les gens de son école, mais c'est tout. Il n'y a pas d'ouverture vraiment sur le reste de la ville, comme il peut y avoir, contrairement à ce qu'il y a dans les universités qui sont en plein centre-ville. C'est le cas quand même de la plupart des universités. Là, c'est vraiment assez isolé. Et donc mon principal ressenti par rapport à cette année-là à Palaiseau, c'est d'avoir eu en fait une vie complètement en autarcie avec donc on faisait plein de trucs avec les étudiants de l'école. Il y avait évidemment plein de soirées, d'associations dans l'école. Voilà, moi j'étais dans le bureau des arts et dans l'association audiovisuelle, et j'ai fait plein de choses là, mais on restait un peu en vase clos, parfois avec les autres écoles d'ingénieurs voisines, mais ça reste un milieu très particulier. Voilà, il y a plein d'études qui montrent que la diversité sociale en école d'ingénieur, elle est pas très élevée. Pourtant, donc mes parents, mon père est contrôleur technique automobile et ma mère est enseignante. Donc c'est quand même plutôt un milieu social favorisé par rapport au milieu scolaire, vu que ma mère est enseignante. Mais en fait, dans l'école d'ingénieur, j'étais plutôt dans les moins favorisés parce que j'avais pas de parents chercheurs ni ingénieurs. Et c'est quand même le cas de la plupart des gens en école d'ingé, du moins dans cette école d'ingé là. Et donc c'est un peu bizarre, c'est-à-dire que c'est très isolé du reste du monde, dans un truc où il y a beaucoup de non-diversité sociale, et c'est un peu frustrant en fait pour ce côté-là. Et du coup, donc j'ai fait cette première année à Palaiseau, et ensuite à l'Institut d'Optique, la particularité c'est qu'on fait tous la première année à Palaiseau, et ensuite on se sépare entre 3 sites, donc Palaiseau, Bordeaux et Saint-Étienne, et on choisit suivant nos spécialités. Et moi, qui voulais faire plutôt des choses autour du numérique, de l'audiovisuel, il fallait plutôt que j'aille à Bordeaux pour les cours. Et en fait, le campus de Bordeaux me tentait plus parce que là, pour le coup, c'est vraiment un campus universitaire juste à côté de la ville, où il y a les écoles d'ingénieurs, mais il y a aussi tout le reste de l'université. Et donc, j'ai fait mes 2 autres années là-bas. Et là, il n'y avait pas du tout cette histoire. Enfin, on pouvait, en tant qu'étudiant de l'école d'ingénieurs, aller aux universités, aux associations de l'université. Et donc, la vie sociale qu'on avait, elle était à la fois avec nos camarades de promo, mais aussi le reste de l'université, ce qui était beaucoup plus, à mon sens du moins, beaucoup plus inspirant. Ouais, c'est vrai que le plateau de Saclay, j'ai l'impression que le but c'est un petit peu de reproduire un petit peu un environnement un peu à l'américaine, un campus à l'américaine. Mais de ce que j'ai entendu de personnes qui sont justement sur le plateau de Saclay, c'est que c'est vrai que son problème, c'est qu'il est un peu isolé.
et qu'au final, du coup, on se retrouve au final, il reste que entre écoles d'ingénieurs, et du coup, peut-être ça manque un peu d'ouverture à ce niveau-là. Et du coup, tu dis que tu faisais partie de l'association audiovisuelle. Du coup, ça a peut-être été aussi un moyen pour toi de rester un petit peu dans le monde du cinéma qui te tentait plutôt pas mal, Oui, c'est non? vrai. Et d'ailleurs, dans cette école, il y avait régulièrement dans chaque promo 2-3 personnes qui étaient très intéressées par le cinéma et qui intégraient cette école parce qu'ils avaient fait des études scientifiques, mais qu'en même temps, ils voulaient aussi aller dans le monde, dans le secteur audiovisuel derrière. Donc voilà, on faisait des petits films, aussi c'était une association à la fois vidéo et photo. Donc moi, je suis pas très photo, ce qui est assez rare pour des gens qui s'intéressent beaucoup au cinéma, qui généralement sont très photographies. Moi, c'est pas du tout le cas. Mais on a fait voilà des vidéos, des petits films entre nous, rien d'incroyable, mais ça nous occupait bien et c'était très très amusant. Enfin voilà, c'était très agréable de faire ça. D'accord. Et selon toi, qu'est-ce qui serait à améliorer en école d'ingénieur? En fait, je pense qu'en expliquant du coup mon expérience, je pense qu'on peut sentir deux axes d'amélioration, qui est déjà ne pas mettre les écoles d'ingénieurs en dehors des villes, enfin, où du coup la seule vie sociale ne peut se faire qu'entre gens de l'école. C'est complètement, j'ai envie de dire consanguin, et le mot n'est pas complètement faux parce que pareil, des études sociologiques montrent que en fait ces écoles-là, du coup, c'est quand même beaucoup quand on est étudiant qu'on rencontre souvent les personnes avec qui on va partager sa vie plus tard, notamment en couple. Et donc, si les ingénieurs se retrouvent dans un coin tout seuls et qu'ils rencontrent personne d'autre, forcément ils vont finir par se marier entre eux, et c'est pas vraiment comme ça qu'on fait de la diversité sociale. Je vais peut-être un peu loin, mais en tout cas, je pense que mettre les écoles d'ingénieurs sur des campus universitaires et de faire des liens avec toutes les autres filières, ce serait bien mieux. Et du coup, ça favoriserait, je pense, aussi la diversité sociale en école d'ingé. Alors, l'Institut d'optique était pas un si mauvais exemple par rapport à ça, parce que je crois qu'il y avait à peu près un tiers de filles et 2 tiers de garçons, donc ça fait quand même un gros déséquilibre. Mais pour une école d'ingénieur, c'est en fait l'une des moins pires. Juste à côté Polytechnique, c'était plutôt 5 à 10% de filles. Donc là aussi, c'est encore un vrai enjeu, et je pense qu'on en reparlera quand je parlerai aussi de mon métier à l'IHP, mais d'attirer les jeunes filles à faire des études en sciences et notamment dans des filières très techniques, entre autres l'ingénierie. Ouais, voilà, je pense que c'est les deux axes d'amélioration principaux. Après, les formations, moi je trouve qu'à mon école, en tout cas, la formation était vraiment excellente. On a appris plein de choses, on a fait beaucoup de sciences. J'avais un peu peur en rentrant en école d'ingé de faire beaucoup de management, de gestion, ce qui m'intéressait pas du tout. Et en fait, du moins dans la mienne, à l'Institut d'optique, le centre du cursus, c'est vraiment de la physique, des mathématiques, de l'ingénierie, voilà, vraiment beaucoup de sciences pour se préparer à être soit au niveau de la recherche actuelle dans ces domaines-là pour faire une thèse, ou alors d'être vraiment à un top niveau technique pour intégrer une grande entreprise et faire vraiment de l'ingénierie de haut niveau très vite. Oui, c'est vrai que je pense que les écoles d'ingénieurs, elles ont peut-être certains points à améliorer, mais en soi, il y a toujours quelque chose à améliorer. Donc, je pense qu'ils réfléchissent toujours à essayer de s'adapter aussi. Du coup, ils évoluent aussi. Et quelle est la plus grande difficulté que tu as rencontrée pendant ton parcours? Comme beaucoup d'étudiantes et d'étudiants, je pense que la question que tout le monde se pose, c'est qu'est-ce que je vais faire plus tard, et que je me suis largement posé. Alors non pas parce que ça dépend des gens. Moi, en fait, c'était plutôt que je m'intéressais à beaucoup de choses, les sciences, mais aussi voilà d'autres choses, le cinéma. J'aime beaucoup la géographie, j'aime beaucoup voyager. Enfin bref, je pouvais avoir plein comme ça d'idées, un peu d'orientation, et c'était toujours difficile de se projeter vers juste un métier. Ça l'est toujours d'ailleurs. Et donc, la difficulté, c'est arriver à trouver sa voie, à faire les bons choix. Donc, la prépa, une fois qu'on rentre en prépa, j'ai envie de dire, on a 2 ans, faut juste travailler. On se pose pas trop de questions sur son orientation. Comme j'avais un souhait assez précis pour mon école d'ingé, j'ai pas eu à me poser trop de questions, et donc je suis rentré à l'Institut d'optique. Et après, pour savoir ce que je voulais faire plus tard, là, à nouveau, c'était un peu la grande question. Alors heureusement, il y a les stages qui permettent de tester des choses. Donc moi, j'ai fait un stage vraiment communication scientifique où je faisais de la vidéo pour des labos. Donc ça m'a déjà pas mal aussi dirigé vers la voie que je suis toujours. Et j'ai fait mon second stage là vraiment dans l'audiovisuel à Arte, où pour le coup, je faisais très peu de sciences, mais j'étais en production audiovisuelle. Et c'est ces 2 stages qui m'ont permis de un peu surmonter cette difficulté et de plus voir ce que je faisais, aussi de commencer à travailler. Quand je suis sorti des études, j'avais déjà une idée plus précise de ce que je voulais faire après. C'est vrai que c'est toujours difficile de savoir vraiment ce qu'on veut faire de la vie, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes, on va dire, quand on sort du baccalauréat, c'est difficile d'avoir une idée de ce qu'on veut faire plus tard. Et je pense que même beaucoup de mes invités, c'est ce qu'ils m'ont. Il y en a peu qui m'ont dit qu'ils avaient qu'ils savaient ce qu'ils voulaient faire à 18 ans, quoi. Et même moi, je suis d'accord, pour prendre mon exemple, mais
Mais moi, je pense qu'à 18 ans, j'aurais pas pensé être là où je suis aujourd'hui. Et je pense que on découvre un petit peu au fur et à mesure certaines choses. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile. Je veux dire, on traverse tous des périodes de doute. Et en fait, je pense que c'est normal. Et en fait, mon parcours, même s'il peut paraître un peu déconstruit dans le sens où je m'intéressais à plusieurs choses et j'ai à la fois fait des sciences, de l'audiovisuel, j'ai fait des stages qui n'étaient pas forcément très en rapport avec l'école d'ingé, j'ai un parcours en fait assez linéaire et beaucoup de gens ont des parcours, enfin beaucoup de gens que je croise notamment dans le cadre de mon travail, ils se sont réorientés en cours de route, ils ont fait une licence puis un master qui avait a priori rien à voir et c'est aussi super intéressant de voir des personnes comme ça qui ont eu des expériences très variées. Oui, mais même si ces expériences, elles sont très variées, peut-être assez différentes, en vrai, de prime abord, au final, des fois, enfin, les unes envers les autres, elles s'enrichissent, en fait. Et du coup, c'est toute cette expérience qui fait qu'on est arrivé là aussi. Donc, en vrai, je suis très contente de t'avoir aujourd'hui parce que, du coup, je vais pouvoir parler enfin de médiation scientifique. C'est vrai que ça fait un moment que j'ai dans l'idée d'en parler parce que je sais que c'est un métier qui est vraiment peu connu, on va dire, et en tout cas du grand public. Et pour avoir préparé cet épisode il y a quelques jours, je pense que toutes les personnes à qui j'ai dit que je faisais un épisode sur la médiation scientifique, la première question qu'on m'a posée, c'est qu'est-ce que c'est? Donc, je t'ai demandé de nous expliquer ce qu'est la médiation scientifique. Alors, avant d'expliquer la médiation scientifique, je voulais revenir sur un terme qu'on entend un peu plus, qui est plus connu, c'est la vulgarisation scientifique. Et donc la vulgarisation scientifique, c'est le fait de, pour quelqu'un qui connaît des choses en sciences, que cette personne soit chercheur, chercheuse, enseignant ou enseignante, ingénieur, c'est le fait de partager des connaissances avec un public qui, lui, est a priori pas connaisseur de cette thématique-là. Ça peut être des chercheurs, mais du coup, ça va être des chercheurs d'autres disciplines, ou ça va être vraiment tous les publics, voilà, tous les gens qui sont curieux, en tout cas, d'apprendre des sciences. La médiation scientifique, c'est une autre conception de ce partage des sciences, qui va également inclure une dimension sociale, sociétale, avec l'idée que partager les sciences dans la société, ça va également avoir un impact social. Et donc, on utilise les sciences pour éduquer, par exemple, pour former à l'esprit critique, pour éduquer à la citoyenneté, pour réduire les inégalités sociales, pour réduire les inégalités de genre dans certains domaines. Donc ça, par exemple, en mathématiques, c'est typiquement l'un des objectifs principaux de la médiation scientifique. Pour les universités, les centres de recherche, ça va être aussi faire connaître les derniers résultats de la recherche, montrer en quoi c'est utile pour la société, en quoi c'est appliqué à des thématiques concrètes. Donc, là où la vulgarisation scientifique un peu traditionnelle, il y a deux pôles qui vont être d'un côté l'expert, de l'autre le public. La médiation scientifique, en fait, on identifie d'autres trois pôles qui va être la recherche, les publics et tout l'aspect social, sociétal qu'il y a derrière. Ça, c'est ma définition de comment je le conçois. D'autres personnes feraient certainement une définition différente. Je ne sais pas s'il y a une seule définition officielle. Voilà, après chacun peut trouver la sienne, mais c'est dans le domaine professionnel, du moins au sein des universités, des centres de recherche, pour ce que je connais, on se considère comme des professionnels de la médiation scientifique ou de la communication scientifique pour les personnes qui font vraiment beaucoup de communication. C'est pas trop mon cas, mais on n'utilise pas trop le terme vulgarisation scientifique, qui est plutôt réservé à des personnes qui font ça en indépendant ou à côté de leur boulot en fait. D'accord, bah merci pour la définition. Et je pense que tout le monde ne connaît pas, mais est-ce que tu peux nous dire ce que c'est l'Institut Henri Poincaré et quelles sont les missions de cet institut? Oui, donc l'Institut Henri Poincaré, c'est un institut de recherche en mathématiques et en physique théorique qui a été créé en 1928 et donc par Émile Borel, qui est l'un des grands mathématiciens français de la première moitié du XXe siècle. Et c'est un institut donc qui est situé à Paris, dans le 5e arrondissement, juste à côté du Panthéon, qui a trois missions principales qui sont donc d'accueillir des programmes scientifiques de longue durée. En fait, il n'y a pas de chercheurs permanents, de chercheuses permanentes à l'Institut Henri Poincaré, contrairement au fonctionnement habituel des laboratoires où c'est des équipes de chercheurs et chercheuses qui travaillent sur des recherches, voilà, mais qui sont employées par cet institut et qui restent de manière permanente. À l'IHP, il y a une vingtaine de personnes, une équipe de 20 personnes fixes, mais les chercheurs et les chercheuses, en fait, c'est un système de résidence, un peu comme des résidences d'artistes, où tous les 3 mois, il y a un thème, et c'est comme une grande conférence pendant 3 mois où la recherche va avancer sur ce thème-là et où des chercheurs et chercheuses du monde entier vont se retrouver à l'Institut Henri Poincaré pour se retrouver et faire avancer cette thématique. La deuxième mission, c'est une bibliothèque de mathématiques avec un très grand fonds historique et c'est une bibliothèque universitaire, donc ouverte aux étudiants et étudiantes du campus. Et la troisième mission de l'Institut Henri Poincaré, c'est la diffusion des sciences. Ça, c'est une mission qui est apparue depuis une dizaine d'années à l'IHP
et qui va se matérialiser en 2023 avec l'ouverture d'un musée qui s'appellera la Maison Poincaré. Mais avant ce musée, la Maison Poincaré, il y a déjà eu plein de choses qui ont été faites voilà, depuis 10 ans en médiation scientifique à l'IHP. Et du coup, quel est ton rôle en tant que médiateur scientifique à l'Institut Henri Poincaré et quelles sont tes missions? Donc moi justement, je suis arrivé il y a 3 ans à l'Institut Henri Poincaré, début 2019. Donc le projet de musée, qui est un peu l'objectif, on va dire, principal de mon métier, et c'est donc ce projet de musée Maison Poincaré, il a été lancé. Alors les premières traces datent de 2011-2012, on va dire qu'il a été réellement lancé concrètement en 2016. Voilà, avec les travaux. Donc l'IHP en fait s'étend sur un second bâtiment et donc qui est actuellement en travaux. L'équipe de médiation scientifique, qui est une petite équipe, nous sommes que 2 personnes, donc la responsable du service et moi. Notre métier, c'est donc il y a eu plusieurs étapes. Alors, il y a des choses qui sont déjà finies, tout ce qui va être écriture de la muséographie, de la scénographie du musée, qui ont été faites en lien avec plein de chercheurs et de chercheuses, et également une muséographe et un scénographe. Il y a ensuite tout ce qui est, et là, pour parler plus de ce qui est mon métier maintenant, ça va être donc tout ce qui va être création des parcours de visite du musée. Donc en fait de l'offre scolaire qui va être proposée. Donc le musée va accueillir des classes de la 4e à la terminale, et évidemment tous les publics adultes en visite libre. Mais en tout cas, le cœur un peu de l'activité, évidemment, ce sera quand même d'accueillir des classes de la 4e à la terminale en visite guidée. Et donc moi je participe là en ce moment vraiment, c'est une grande partie de mon travail, à écrire tout ce qui va être les parcours de visite des classes au sein de l'exposition, avec différents parcours thématiques, voilà, mathématiques avec de l'interdisciplinarité, physique, chimie, biologie, économie, art. Également tout ce qui va être création d'ateliers pour compléter l'exposition permanente. Je suis également très impliqué donc dans le suivi d'une des 7 salles du musée. En fait, donc le musée est divisé en 7 espaces, et l'un de ces espaces est dédié à une expérience en réalité mixte qui s'appelle Holomat. Alors donc, quand je parlais de mon école d'ingénieur, je disais que j'avais fait de la réalité mixte, et ça tombe bien parce que du coup, l'Institut Henri Poincaré a décidé que l'un des espaces du musée serait une expérience en réalité mixte avec des casques HoloLens. Donc c'est comme des sortes de grosses lunettes avec des écrans où en fait on voit toujours la réalité, mais on voit en plus des hologrammes. Et donc ce qui est intéressant pour un musée, c'est que comme on voit toujours la réalité, on voit aussi les autres participantes et participants de l'expérience. Et ça permet donc de créer une expérience collective avec donc un parcours sur une thématique scientifique. Et donc moi je travaille beaucoup sur l'écriture de cette expérience en réalité mixte, et également le suivi du projet. Et ensuite des choses qui sont moins liées au projet de musée, mais qui sont liées par contre à ce qui est ouverture de l'IHP vers tous les publics. Je travaille sur un podcast qui s'appelle L'Oreille Mathématique, qui donc on fait en collaboration avec une journaliste qui s'appelle Hélène Delis, et moi dedans je fais une chronique de médiation scientifique. Et je participe également, j'écris également des articles ou des interviews en lien avec les différents projets de l'Institut Henri Poincaré. D'accord. Et quel genre d'exposition il y aura dans ce musée de l'Institut Henri Poincaré? En fait, alors c'est pas très grand, ça fait 600 mètres carrés, et c'est divisé en 7 espaces qui sont un peu 7 manières différentes de voir les mathématiques. Donc j'en explicitais déjà une qui est donc l'expérience en réalité mixte. Donc voilà, voir les mathématiques via un prisme très technologique. Il y a d'autres espaces qui sont plus patrimoniaux, qui gardent en fait le bâtiment qui est en train d'être réhabilité pour le musée. C'est un bâtiment d'un ancien laboratoire de chimie physique qui a également aussi sa propre histoire, notamment liée à Jean Perrin, qui est l'un des plus grands physiciens du début du XXe siècle. Et donc ces espaces patrimoniaux sont gardés. Donc il y a un amphithéâtre, il y a une salle appelée la salle de thé qui était utilisée pour les rencontres entre chercheuses et chercheurs à l'époque, et le bureau de Jean Perrin qui sont conservés. Et donc dans ces 3 espaces, il y a des présentations, donc un peu de ce qu'est la démarche scientifique aujourd'hui, ce qu'est l'histoire de la démarche scientifique, quelles sont les relations qu'ont permis les mathématiques entre les continents, quelle est l'histoire en fait des écritures mathématiques et de la circulation des savoirs mathématiques. Et il y a également une partie très orientée orientation, là vraiment pour les élèves de la 4e à la terminale, avec une mosaïque de portraits de personnes contemporaines qui travaillent dans les mathématiques aujourd'hui. C'est pas des personnages historiques, mais des personnes en activité, et pour montrer une variété de profils, de parcours, de métiers, avec autant de femmes que d'hommes, parce que je disais c'est très important d'attirer notamment les jeunes filles vers les métiers des mathématiques. Et on a aussi 2 salles qui sont dédiées là à des dispositifs plus interactifs pour montrer un peu l'utilisation des mathématiques pour modéliser des phénomènes physiques notamment. Et c'est vrai que
Bah, je sais pas, mais quand on étudie les sciences, on pense pas forcément à faire de la médiation scientifique. Comment t'es venue l'idée justement de faire de la médiation scientifique? Alors là, pour le coup, moi, mon parcours personnel va être un peu, je pense qu'il est pas du tout représentatif de pourquoi est-ce qu'on fait de des personnes qui commencent à faire des études scientifiques et qui ensuite vont vers la médiation. Vu que moi, comme je disais, je suis rentré dans les sciences sans forcément être très convaincu, mais c'était plutôt l'aspect audiovisuel qui m'intéressait. Et quand j'ai fait mes études, que ce soit à la prépa ou l'école d'ingénieur, en fait, je pense que je connaissais même pas la médiation scientifique moi non plus. Même si j'ai toujours été très intéressé par le milieu des musées. J'ai toujours beaucoup aimé aller dans des musées. Et donc finalement d'y retomber plus tard sans forcément m'y attendre, ça me correspond pas mal, je trouve, mais c'est pas quelque chose que j'avais anticipé. Et comme je disais, les 2 stages que j'ai fait en école d'ingénieur, c'était donc un en communication vraiment audiovisuelle scientifique et un autre en production audiovisuelle. Finalement, quand je suis sorti de mon école d'ingénieur, avec ces stages-là, avec cette expérience-là, j'ai cherché un peu un travail dans l'audiovisuel, mais j'avais pas vraiment le parcours qu'il fallait. C'était un peu compliqué de trouver. Et aussi, du coup, on m'embauchait pas vraiment au niveau de quelqu'un qui avait fait 5 ans d'études. Alors, du coup, pas avec un salaire très intéressant. Donc, bon, j'ai pas trouvé d'offre qui, en tout cas, me convenait et j'ai refusé d'ailleurs plusieurs offres. Et du coup, là, arrive la période un peu que tout le monde redoute, mais qui finalement était pas si mal que ça, où j'avais fait 5 ans d'études, je me retrouve au chômage, enfin pas vraiment au chômage parce que du coup j'avais pas d'allocation chômage vu que j'ai jamais travaillé, donc je me retrouve voilà comme ça et fallait réfléchir un peu à ce que je voulais faire et finalement c'est là qu'en regardant j'ai vu un peu ce qu'était la médiation scientifique, la communication des sciences de manière globale, comme il y avait un fort lien avec l'audiovisuel, parce qu'il y a souvent des projets audiovisuels pour diffuser les sciences. Je me suis dit que ça pouvait pas mal m'intéresser. Et en fait, là, j'ai vu 2 offres qui en fait émanaient du CNRS. J'ai postulé aux 2. L'Institut Henri Poincaré m'a rappelé en premier, m'a proposé un entretien et ensuite ça allait très vite. Je suis arrivé à l'IHP. Donc, comment j'en suis arrivé là, c'est vraiment, et c'est un temps que ces discussions que j'ai eues avec pas mal d'amis en sortie d'études où il y a un peu le stress de se dire mince, faut trouver un travail maintenant vite, sinon je vais pas avoir d'argent, etc. Et c'est vrai que c'est ultra stressant. Mais en fait, avoir un peu de temps, s'y laisser 2-3 mois, sous réserve que ce soit possible financièrement, bien sûr, pour vraiment se poser et se dire, tiens, qu'est-ce que j'ai envie de faire avec mon premier travail? J'ai vraiment envie que ce soit un travail qui me plaise. Et ben, c'est vachement important de prendre ce temps-là, parce que derrière, je suis content de l'avoir pris, parce que finalement, ok, j'ai passé 2-3 mois un peu, voilà, à chercher, à pas trop savoir ce que je voulais faire. Mais maintenant, ça fait plus de 3 ans que je suis dans mon métier actuel. Il me plaît toujours. Je prévois d'y rester encore un peu. Et donc, finalement, les 3 mois, ça m'a permis, j'en sais rien, de lancer au moins 5 ans de carrière sans avoir à trop me poser de questions ensuite. Donc, c'était vachement bénéfique. Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes, genre, on va dire, qui étudient les sciences, mais qui aiment bien aussi le côté littéraire. Je trouve que la médiation scientifique, ça peut justement lier un petit peu les deux, un côté un peu plus littéraire et scientifique, et du coup, ça pourrait être intéressant pour ces personnes, mais elles savent pas forcément que ça existe. Parce que même moi, franchement, la médiation scientifique, je pense que ça fait pas très très longtemps que je vois ce que c'est, quoi. Je pense qu'on avait eu une offre, on va dire, en fin de L3, parce qu'il y avait un master à Strasbourg, donc j'avais vaguement vu le terme. Mais à part, enfin, cette année, j'ai un peu plus su ce que c'était, mais j'avoue que vraiment, j'en ai jamais entendu parler avant. Et quelles sont les formations pour justement faire de la médiation scientifique? Est-ce qu'il faut une formation particulière ou pas? À nouveau, j'ai pas le parcours type médiation scientifique, mais là, je suis pas sûr qu'il y en ait vraiment. On peut venir de formations très variées. Alors, le point commun, en tout cas, c'est d'avoir fait des sciences. C'est sûr que c'est important quand même dans les métiers de la médiation scientifique, même si c'est pas forcément non plus le premier critère qui sera pris par les employeurs derrière pour embaucher des gens en médiation scientifique. Tu parlais du côté un peu littéraire du métier, et c'est vrai que le fait de savoir bien écrire, pour le coup, je pense que c'est quelque chose qui peut être assez déterminant pour pour trouver un travail en médiation scientifique et bien le faire. Les formations, il y en a qui existent, il y en a quelques-unes qui existent en France au niveau master. Généralement, souvent, les personnes font une licence, mathématiques, physique, biologie, informatique. Et parmi les masters proposés, il y a médiation scientifique. Et donc, ces masters regroupent des gens qui ont fait différentes sciences. Alors, en majoritairement, quand même, biologie. La plupart des personnes qui font de la médiation scientifique viennent de formations en biologie et s'intéressent prioritairement à la biologie avant les autres sciences. Des personnes qui font de la médiation scientifique en mathématiques ou en physique, c'est assez rare, en fait. C'est vraiment peut-être 10% des médiateurs, voire même pas. Et pour les mathématiques, il y a même un effet de rejet qui est que pour beaucoup de médiateurs scientifiques, faire de la médiation pour des mathématiques, c'est pas du tout une volonté, en fait. C'est même, voilà, ils considèrent que c'est une science un peu à part et qui ne sentent pas forcément de faire de la médiation là-dedans. Donc pour le coup, c'est un peu particulier de faire de la médiation en maths. C'est un peu un sous-monde dans le monde de la médiation scientifique.
Et outre ces formations, donc au niveau master, il y a également des formations professionnelles qui existent. Et moi, ce que j'ai fait quand je suis arrivé à l'Institut Henri Poincaré, c'est que j'ai fait un diplôme universitaire. Donc donc les diplômes universitaires, en fait, c'est des formations des universités, mais qui sont pas, qui sont reconnues comme étant des très bonnes formations, mais qui sont pas associées à un niveau d'études. Et en fait, ça permet justement à des personnes qui ont déjà le niveau d'études dont elles ont besoin, donc pour moi un bac+5, mais d'avoir une formation complémentaire, sans que pour autant ça fasse un bac+6 ou 8, quoi. C'est juste une formation en plus. Et donc moi j'ai fait le diplôme universitaire médiation scientifique innovante de l'université de Paris, qui s'appelle l'université Paris-Cité maintenant, et donc en cours du soir, ça dure à peu près 6 mois, donc c'était assez éprouvant de faire en même temps mon travail à l'IHP la journée, puis les cours le soir. Mais c'était vraiment très très intéressant pour vraiment se lancer dans ce métier de la médiation scientifique, connaître un peu la théorie qu'il y a derrière, connaître les différents acteurs, les différents enjeux, les différents réseaux. C'était vraiment nécessaire en fait. C'était pas forcément obligatoire pour que je sois embauché ou pour que je fasse mon travail à l'IHP, mais ça m'a vraiment permis d'améliorer ce que je faisais à l'IHP et d'avoir une évolution dans mon travail. C'est vrai qu'il y a aussi une formation, du coup, il y a aussi un master de médiation scientifique à Strasbourg. Du coup, c'est ouvert à tous les gens qui ont fait une licence en fait de sciences, quoi, globalement, de ce que j'ai compris. Et dans quel cadre est-ce qu'on peut exercer justement le métier de médiateur scientifique ? On peut l'exercer en fait avec pas mal de statuts différents, à la fois dans le secteur public, dans le privé et au sein du privé, donc tout ce qui va être musée et association notamment. Il y a une association qui s'appelle l'AMSTI, l'association des métiers de la culture scientifique, technique et industrielle, qui en fait regroupe la plupart des acteurs de la culture scientifique. Et j'encourage des auditeurs et des auditrices qui se diraient tiens, j'ai envie de faire de la médiation scientifique ou j'ai envie de faire un stage en médiation scientifique, de regarder le site web de l'AMSTI et en fait de voir la liste des membres. Et en fait, ça regroupe beaucoup de musées scientifiques, d'associations qui œuvrent pour la promotion des sciences, qui œuvrent aussi en établissement scolaire pour des projets éducatifs, pédagogiques en lien avec les classes. Ça regroupe également tout ce qui est muséum d'histoire naturelle. Il y a également donc dans cette association les universités et les centres de recherche qui sont également très présents. Donc la médiation scientifique est un monde professionnel très transversal entre le public, université, CNRS, INSERM, et le monde privé, donc musées, associations. Alors au sein des musées et des associations et des centres de sciences, il y en a également pas mal qui sont aussi publics parce qu'ils dépendent de mairies ou d'agglomérations. Donc il y a pas mal de statuts différents pour des métiers qui sont pas non plus identiques entre l'université. Enfin voilà, si vous êtes dans un musée, les médiateurs scientifiques vont faire pas mal d'animations avec du public, ils vont faire des visites guidées, ils vont concevoir des ateliers pour le musée. Les associations, ça va être plutôt travailler sur des projets, par exemple extrascolaires. Et dans les universités, il y a également une grande part des personnes qui font de la médiation scientifique qui aussi étudient la médiation scientifique ou qui le regardent également comme un objet d'étude et qui, dans les universités, plutôt vont coordonner des projets à l'échelle. Voilà, ils vont à l'échelle d'une université. Il y a maintenant dans quasiment toutes les universités, il y a des directions, qui portent différents noms, mais qui vont être de tout ce qui va être autour de la culture scientifique pour coordonner toutes les actions qu'il va y avoir au niveau de chaque labo de diffusion, de vulgarisation, de conférences grand public, de podcasts. Et voilà, de coordonner ça dans une offre science-société portée par les universités. Et en fait, dans un précédent épisode, j'avais parlé un peu de vulgarisation scientifique. Et la personne m'avait dit que justement, prendre des cours d'improvisation, ça pouvait se révéler très utile. Et du coup, tu nous as dit que tu faisais du théâtre. En quoi ça t'aide dans ton métier de médiateur scientifique ? Alors c'est une question qu'on me pose souvent et j'avoue que je sais jamais trop comment y répondre. Moi je fais vraiment de l'impro parce que donc je fais du théâtre. J'ai fait du théâtre classique et ça fait maintenant 5 ans que je fais du théâtre d'improvisation. Moi je préfère ça parce que j'ai toujours été frustré dans le théâtre classique du fait qu'on répétait beaucoup et beaucoup et beaucoup la même chose pour au final faire juste 2 ou 3 séances à la fin de l'année. Et il y a une année en fait où j'étais étudiant et où en fait je pouvais pas être là au spectacle de fin d'année, donc du coup je pouvais pas m'inscrire au théâtre. Et du coup, c'est comme ça que je me suis inscrit au théâtre d'impro et je trouve que c'est beaucoup plus libre parce que du coup, on fait plus de spectacles dans l'année et on a juste à s'entraîner mais pas à préparer un spectacle. On me dit souvent, tiens, c'est peut-être pour ça que du coup, ça permet de développer des compétences, voilà, parler en public, être réactif, avoir de la répartie, etc. Peut-être que c'est le cas. J'avoue, je me suis jamais posé la question si c'était le cas pour moi. Peut-être. Ouais, non, j'avoue que je ne savais pas aller plus loin sur cette partie-là. Peut-être ça dépend des personnes aussi. Mais mon invitée, en tout cas, pour elle, ça l'avait beaucoup aidé. Donc, je pense que ça dépend vraiment. C'est possible. Je pense aussi que le fait de faire de la médiation et donc d'être habitué à parler en public dans le cadre de mon métier m'aide à faire de l'impro.
on pourrait le voir dans l'autre sens aussi. Ouais, c'est possible aussi. Et donc, pour parler un petit peu plus, on va dire, des enjeux de la médiation scientifique, selon toi, quels sont les enjeux actuels de la médiation scientifique et plus particulièrement en mathématiques? Oui, je vais plutôt répondre en effet sur les enjeux en mathématiques, qui sont plutôt ceux que je maîtrise. Ça demande vraiment un grand recul de connaître les enjeux de la médiation scientifique. Et c'est plutôt des personnes voilà, qui ont des gens plus d'expérience que moi et notamment qui travaillent peut-être plus dans les universités et qui voient la médiation scientifique comme un objet de recherche, qui peuvent répondre à cette question-là vraiment de manière globale. En tout cas pour les mathématiques, il y a des enjeux qui sont, et donc ce sont ceux dans lesquels on s'inscrit avec notre projet de Maison Poincaré à l'Institut Henri Poincaré, qui sont vraiment très liés à l'enseignement des mathématiques. Donc en plus, c'est quelque chose qui est pas mal d'actualité en ce moment parce que depuis janvier 2022, pardon, il y a eu des polémiques autour de la place des mathématiques au lycée. Donc les mathématiques, depuis la dernière réforme du lycée, ne sont plus obligatoires à partir de la première. C'est un choix de spécialité, comme toutes les autres matières. Et donc les élèves choisissent 3 spécialités en première et 2 en terminale. Et donc la conséquence de cette réforme pour les mathématiques, c'est que alors, en première, il y a pas mal d'élèves qui choisissent les mathématiques, mais en terminale, beaucoup les abandonnent, vu qu'on passe de 3 à 2 spécialités. Et notamment, beaucoup de filles abandonnent les mathématiques. Et en fait, on est passé, alors j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais la part déjà d'élèves qui font des mathématiques a chuté, mais la part de filles qui font des mathématiques en terminale, elle a complètement dégringolé. Avant, en fait, les mathématiques étaient devenues assez paritaires au lycée parce que la filière scientifique, et aussi parce qu'il y a eu beaucoup d'efforts faits par l'institution, était une filière en fait assez mixte. Il y avait beaucoup de filles qui allaient en filière scientifique. Et maintenant, les classes de spécialité mathématiques sont redevenues très masculines. Donc en fait, tous des efforts qui ont été faits depuis 10 ans, 20 ans ont été un peu cassés par cette réforme. Donc ça a été énormément dénoncé par des associations, par des sociétés de chercheurs et de chercheuses. Du coup, c'est arrivé dans le débat public. En plus, il y avait les élections présidentielles, donc forcément, c'était d'autant plus chaud. Le ministère a annoncé qu'ils allaient remettre les mathématiques dans le tronc commun, alors qu'ils les avaient eux-mêmes enlevés. Bon, bref. Mais la discussion sont en cours, en tout cas, et il y a des propositions qui ont été faites, notamment par les associations, par les sociétés de chercheurs et de chercheuses, pour améliorer, même dans le cadre de la réforme, la place des mathématiques, et surtout se battre contre ce biais qui fait que c'est surtout des garçons qui font des maths. Un autre enjeu qu'il y a, c'est de montrer les métiers qu'il y a derrière les mathématiques, parce que si on se dit métier qu'il y a dans les mathématiques, on peut penser, bon, évidemment, tout ce qui va être la recherche et prof de maths, et c'est un peu difficile parfois de voir d'autres choses, alors qu'en réalité, les mathématiques ouvrent vraiment la porte vers plein de métiers, donc la médiation scientifique, par exemple. Il va y avoir également tout ce qui est ingénierie, où il y a souvent quand même beaucoup de mathématiques, même s'il y a également de la physique et d'autres sciences. Il peut y avoir tout ce qui va être l'histoire des sciences, va y avoir des mathématiques appliquées à la biologie, donc voilà pour la recherche médicale, des mathématiques appliquées à la finance, voilà donc ce qu'on appelle par exemple l'actuariat, les mathématiques avec les assurances. Il y a énormément de domaines de domaines professionnels dans lesquels il y a beaucoup de mathématiques, et donc avec la médiation scientifique, on peut montrer quels sont ces domaines scientifiques, quels sont les métiers qu'il y a derrière, et du coup attirer les élèves qui aiment bien les maths à plus facilement aller vers les filières scientifiques. Donc c'est pour ça que dans notre musée, on aura une mosaïque de portraits, de parcours et de métiers en fait dans les mathématiques. Et aussi un troisième objectif, c'est également de déjouer les blocages que peuvent avoir certains élèves en mathématiques, parce que c'est souvent on aime ou on n'aime pas les mathématiques. Tout le monde a un peu un avis très tranché, forgé à l'école. C'est pour ça que je parle beaucoup de l'école pour la médiation scientifique, parce que comme c'est l'une des grosses matières à l'école, forcément la médiation scientifique en mathématiques est très en lien avec le milieu scolaire. Et pour les élèves qui ont eu un dégoût des mathématiques ou qui ont des blocages, le but, ça va être d'essayer grâce à la médiation scientifique, de montrer autrement certains concepts, d'attirer là une curiosité différente pour essayer de susciter un peu autre chose et de voir les mathématiques autrement pour, même si on n'a pas forcément des bonnes notes à l'école, quand même apprécier ça, quand même montrer tout ce qu'on peut apprendre grâce aux mathématiques, à tous les élèves, de manière à ce que ce soit vraiment accessible à toutes et tous. Oui, puis ça peut aider certaines personnes à retrouver un petit peu du goût pour les mathématiques, je pense, même si ils veulent pas forcément continuer dans cette voie, au moins ils apprécieront mieux les cours de mathématiques. Tout à fait. Et également pour des adultes qui ne se sont pas forcément lancés dans des études en maths, mais qui pourraient avoir cette curiosité-là, même s'ils n'en ont pas besoin dans leur boulot, d'aimer bien ça. Et du coup, beaucoup de personnes sont en demande de contenu
accessible à toutes et tous en mathématiques. Et il y en a pas mal déjà. Voilà, on peut en trouver. Il y a des vidéos, il y a des émissions télé, web-séries, il y a des podcasts. Et donc, c'est important de contribuer à développer cette offre. Mais c'est vrai qu'on connaît pas forcément beaucoup les métiers qu'on peut faire avec des études de mathématiques. Et c'est un peu aussi l'objectif de ce podcast, de montrer tout ce qu'on peut faire. Mais c'est vrai que même moi, en ayant fait des études de mathématiques, je pense que j'ai quand même mis pas mal de temps avant de voir un petit peu déjà tout ce qu'on pouvait faire avec. Donc j'imagine que même des gens qui ne sont pas du tout dedans au lycée, je pense qu'on connaît pas du tout. Et pour la petite anecdote, j'ai participé à un forum dans mon ancien lycée. Et je me souviens de personnes des élèves de première qui sont venus me voir et qui étaient quand même assez intéressés par les mathématiques et qui m'ont parlé comme ça, qu'ils auraient voulu aussi faire peut-être de la médecine, mais qu'ils ne se voyaient pas faire des études de médecine. Et je me suis dit, c'est vrai qu'on pense pas forcément, mais en soi, j'aurais parlé parce que je connaissais des projets en lien avec les mathématiques et la médecine. Et du coup, je leur ai un peu expliqué qu'en fait, on pouvait lier les deux. En gros, si on aimait bien les mathématiques et la médecine, on n'était pas obligé de faire de la médecine si ça nous plaisait pas, l'aspect plus médical, mais qu'on pouvait faire des mathématiques pour aider les médecins. Et ça leur a beaucoup plu. Je me souviens qu'à la fin, ils étaient vraiment heureux. Ils m'avaient dit, ah oui, c'est vrai que ça m'a donné des idées, j'y avais pas pensé. Et c'est vrai que souvent c'est le cas, c'est qu'en fait on n'y pense pas, alors qu'en fait avec les mathématiques on peut quand même être pas mal multidisciplinaire et donc on va dire travailler sur plusieurs disciplines en même temps. Mais c'est vrai que la biologie et la médecine, c'est des champs d'application des mathématiques qui sont très importants et qui tendent à beaucoup se développer. Notamment l'Institut Henri Poincaré, dans le cadre des résidences de chercheurs et de chercheuses dont je parlais au début, au début de l'année 2022, c'était justement un trimestre sur les liens entre mathématiques et biologie, avec qui avait pour but un peu de faire émerger des collaborations entre chercheurs, chercheuses en mathématiques et en biologie dans tous les domaines en fait de la bio. Mais c'est vrai que ce que je vois en ce moment, c'est que je dirais que l'application la plus commune ou courante, ça va être déjà la physique. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de liens entre la physique et les mathématiques. Mais c'est vrai que je trouve qu'il y en a aussi beaucoup avec la biologie. Pour avoir vu pas mal de projets, ne serait-ce que universitaires ou de recherche, je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses avec la biologie et la médecine, et que c'était des choses pas forcément connues et pas forcément qu'on voyait, alors qu'en fait, il y en avait vraiment beaucoup. Il y avait vraiment de quoi faire, quoi. Et je pense que ça peut plaire à beaucoup de personnes, mais juste elles ne savent pas que ça existe. C'est un peu dommage. Faut leur dire. Par exemple, quel est le déroulé, par exemple, d'un projet de médiation scientifique? Genre, quelles sont les étapes pour construire, je ne sais pas, par exemple, une activité? Justement, comme en médiation scientifique, on peut faire plein de choses très très différentes. Et ça prend beaucoup de temps au début d'un projet de réfléchir justement à pourquoi est-ce qu'on le lance et à quels sont nos objectifs. Et donc c'est ça vraiment, ça demande un long temps de préparation. C'est pour ça que quel que soit le métier de médiation scientifique, c'est impossible d'être par exemple tout le temps face au public parce qu'on a besoin vraiment d'un très long temps de préparation avant, pour créer un atelier, pour créer un podcast, pour créer une vidéo. Donc les questions à se poser au départ, c'est quels sont les messages qu'on veut faire passer, à la fois en termes de thématiques scientifiques, mais également en termes d'enjeux plus sciences et société. À qui je veux m'adresser, est-ce que c'est donc ce qui va déterminer le niveau scientifique, le niveau de vulgarisation. Voilà, est-ce que c'est plutôt pour des élèves de primaire, de collège, de lycée, pour des adultes? On peut aussi faire de la médiation scientifique vers des publics qui sont déjà assez connaisseurs. Par exemple, beaucoup en tout cas de personnes qui suivent les activités sciences et société, les activités grand public de l'Institut Henri Poincaré sont en fait des chercheurs et des chercheuses en maths, en physique, en biologie, qui sont également très consommatrices de contenu sciences et société parce que elles sont expertes de leur sujet, mais sur les autres sujets, elles sont pas du tout expertes et en même temps, elles sont très curieuses. Et du coup, la médiation scientifique peut aussi s'adresser à ces personnes-là. Donc, vraiment, il y a un tas de publics possibles. Donc, on peut pas toucher tout le monde d'un coup, clairement. Évidemment, on se poser la question du format. Alors après, les questions elles sont liées. Si je choisis tel public, tel message, quel va être le format le plus adapté? Donc voilà, cette phase de préparation, elle est très importante. Après, pour la création du contenu, là, il y a des compétences que les médiateurs scientifiques et les médiatrices scientifiques peuvent avoir ou pas. Par exemple, faire un podcast, est-ce que je sais faire, ou est-ce qu'il faut que je me rapproche d'un ou d'une journaliste, d'un ingénieur du son? Voilà. Après ça, tout est possible. On peut tout à fait faire ça maison, comme on peut faire ça avec des partenaires. Ça dépend aussi du budget qu'on a, évidemment. Pareil pour la vidéo. Est-ce que j'ai les compétences pour aller filmer, faire du montage, etc. Ou est-ce que du coup je dois me faire accompagner par quelqu'un? Donc pour les étapes du projet. Et alors quelque chose qui est également très important et qui est souvent très intégré dans la médiation, peut-être même trop d'ailleurs, c'est l'aspect communication. En fait, quand on fait un contenu de médiation scientifique, et si on le poste en ligne, si on fait son événement si on le poste en ligne, on veut que des gens le regardent ou l'écoutent, ou le lisent si c'est un article.
Si on fait un événement, il faut qu'il y ait des personnes qui viennent, sinon ça sert à rien. Et donc, il y a un aspect très important de communication qui est vraiment très intégré dans le métier de la médiation scientifique. C'est très très rare en fait de trouver des métiers où il y a que de la médiation. Il y a quasiment toujours un volet de communication à côté, du moins pour tout ce qui va être médiation dans les universités, dans les centres de recherche. Et pour les musées, ils ont des services dédiés de toute façon à la communication. Et ça, c'est un aspect vraiment important de ces projets-là, qui va être l'aspect diffusion. C'est vrai que la communication, j'ai envie de dire que, quand on est scientifique, c'est quand même pas trop notre domaine premier. Des fois, on pêche un peu en termes de communication, parce que même si on peut avoir un super contenu ou des choses super intéressantes, si on a une mauvaise communication, au final, ça touchera que très peu de personnes. Je trouve que c'est peut-être un petit peu ce qui manque, on va dire, en sciences, quoi. Et c'est pour ça que les formations en médiation scientifique incorporent en fait beaucoup de communication. Et je pense que c'est essentiel, justement, dans ce genre de domaine, quoi. Et quel est le type d'activité de médiation, par exemple, que tu préfères faire? Moi, j'aime beaucoup le podcast. C'est plus simple et déjà, en travaillant sur des podcasts, en fait, c'est beaucoup plus simple à réaliser, à enregistrer que des vidéos. Et c'est également, je trouve, beaucoup plus direct sur le contenu parce que quand on écoute quelqu'un, je trouve on se sent plus proche de la personne que quand on la regarde en vidéo. Et du coup, donc nous, avec notre podcast L'Oreille Mathématique, donc c'est le podcast auquel je participe à l'Institut Poincaré, on parle vraiment de tout ce qui va être engagement autour des mathématiques. On parle des sujets de recherche, on parle aussi d'un peu des parcours de vie qu'il y a en lien avec les carrières en mathématiques. Et donc, c'est quand même quelque chose d'assez intime, j'ai envie de dire. Parfois, certains invités se livrent un peu sur leur vie personnelle. Et donc, du coup, le podcast est un bon format pour faire ressortir ça. Je suis pas surpris également que tu aies, Lorraine, pris ce format pour parler de parcours mathématiques, nous parler de parcours d'études, de choix de carrière, tout ça, parce que c'est vrai que le podcast s'y prête vraiment bien. Ça, c'est vraiment un format que j'aime beaucoup. Après, moi, j'aime beaucoup écrire également. Et donc, j'aime bien le fait de publier des articles sur les projets que je fais à l'Institut Poincaré. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire dans mon travail. Et c'est également un aspect assez important du travail de médiation. Voilà, tout ce qui va être la médiation écrite, dans le cadre de livres, dans le cadre d'articles en ligne, d'articles dans des revues spécialisées, de vulgarisation, de médiation scientifique. C'est vrai que le podcast, en tout cas, dans mon cas, c'était vraiment un choix. Je me serais pas vue faire parcours mathématique en vidéo. De un, parce que j'aime vraiment le podcast et que c'est un format que je trouve que... les personnes, c'est plus facile de se livrer en podcast qu'en vidéo déjà. Je pense qu'il y a moins d'appréhension. Et je trouvais qu'un format long en vidéo, ça passait pas, quoi. Et je voulais vraiment rentrer en profondeur dans les sujets, donc c'était une évidence, le podcast. Et est-ce que le fait de faire de la médiation scientifique, ça a pu changer ton regard sur la science ou sur certains domaines ou certains sujets? Oui, ça a changé mon regard sur certains sujets, ne serait-ce que parce que j'ai appris plein de choses sur beaucoup de sujets. Lorsque j'étais dans ma formation, du coup, en cours du soir en médiation scientifique, il y avait plusieurs personnes qui faisaient cette formation, qui étaient en thèse ou en fin de thèse, et qui en fait disaient que ce qu'elles appréciaient dans la médiation, c'était que ça permettait d'apprendre des choses sur plein de sujets en sciences, et donc d'avoir une curiosité un peu transversale entre plein de domaines, alors que quand on fait de la recherche, on est obligé de se spécialiser vraiment de manière très fine dans un sujet, et on perd un peu les connaissances des autres sujets. Donc quelque chose qui est super intéressant en fait dans les métiers de la médiation scientifique, c'est qu'on va être amené à apprendre plein de choses sur plein de sujets. Nous, quand on donne une autre différence d'ailleurs avec la vulgarisation scientifique, c'est qu'en tant que médiateur scientifique, on n'est pas expert du sujet dont on parle. Un chercheur qui fait de la médiation, ou une chercheuse qui fait de la vulgarisation scientifique, il n'a pas besoin de faire relire à personne son truc. S'il parle de son sujet, il sait qu'il est expert, c'est fiable. Moi, en tant que médiateur scientifique, je suis obligé d'être toujours en lien avec un expert de la thématique scientifique, de la thématique en mathématiques de mon projet, pour être sûr que je ne raconte pas des bêtises, parce que moi, je connais plein de choses, mais j'ai pas d'expertise sur aucun sujet en maths ou en physique. Et donc, ça permet comme ça, d'apprendre plein de choses. Et donc, moi, par exemple, l'intelligence artificielle, c'est l'un des domaines très en vogue, et peut-être trop aussi, de la médiation scientifique ou de la recherche, même globalement en mathématiques. Moi, j'en ai quasiment pas fait dans mes études. Je savais à peine ce que c'était quand je suis arrivé à l'Institut Poincaré, et j'ai appris plein de choses sur ce domaine-là. Donc, ça m'a permis vraiment de voir ce domaine scientifique et de le comprendre pas autant en profondeur que le comprennent les chercheuses et les chercheurs. Quoique, parce que un chercheur ou une chercheuse qui travaille en intelligence artificielle, il va aussi se spécialiser dans une partie de l'intelligence artificielle et pas forcément connaître très bien le reste. Tandis qu'un médiateur ou une médiatrice scientifique, si on fait pas mal de contenu sur l'intelligence artificielle, on va en prendre un peu tous les aspects informatiques, les aspects plus enjeux sociaux, sociétaux, les aspects écologie. Et donc, on a un peu une vision d'ensemble qui est vraiment intéressante à avoir et qui est très satisfaisante pour la curiosité, en fait.
Ouais, c'est vrai que je pense que ça permet de creuser plein de sujets différents. Et pour revenir un peu sur l'IA, enfin l'intelligence artificielle, je trouve que c'est vraiment un domaine, j'ai l'impression, un peu mal compris du grand public. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de l'intelligence artificielle ou on va dire qu'ils comprennent pas forcément vraiment ce que c'est. Ça leur fait peur, mais parce que aussi j'ai l'impression qu'ils comprennent pas. Ils ont l'impression que c'est de la science-fiction, alors que peut-être pas non plus à ce point-là, je pense. Un objectif qui revient aussi souvent dans les objectifs que se donnent beaucoup d'acteurs de la médiation scientifique, c'est le fait de démystifier les sciences et notamment des thématiques un peu d'innovation qui sont pas très connues et qui parfois font peur parce qu'elles sont pas très connues. Et donc l'intelligence artificielle, c'est vrai qu'en médiation scientifique, l'un des enjeux, c'est de donner à comprendre ce que c'est concrètement pour voir qu'est-ce que ça permet, qu'est-ce que ça ne permet pas, pourquoi est-ce qu'il y a tant de fantasmes derrière, et c'est très intéressant à faire. Et quel est, selon toi, le futur de la médiation scientifique, en tout cas dans les années à venir? Alors, c'est une question que se posent beaucoup certaines personnes qui font de la médiation scientifique. J'avais participé dans le cadre d'un congrès de médiation scientifique à un atelier. Alors, c'est dommage parce que j'aurais bien aimé dire le nom de l'association qui l'organisait, parce que je sais que c'est une association qui s'est spécialisée justement dans cette activité, mais je sais plus le nom, et qui justement fait des ateliers, alors plutôt avec des gens qui travaillent dans la médiation scientifique, pour leur faire réfléchir à c'est quoi l'avenir du métier. Et parmi les différents axes qu'il y avait possible, il y en avait un que je trouvais assez intéressant. Alors, je pense pas que c'est un truc un peu de niche, mais que je trouvais assez intéressant, c'était qu'on imagine tout le temps la médiation scientifique, donc évidemment tournée vers les jeunes, vers les élèves, vers les étudiants et les étudiantes, et beaucoup moins vers les franges les plus âgées de la société. Et en fait, on sait aussi qu'il y a un vieillissement de la population, et l'une des possibilités d'avenir finalement de ce métier, ça pourrait être également de vraiment développer la médiation scientifique en maison de retraite, par exemple, ou vraiment vers des personnes de 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans. Ce qui est plutôt un public qui est pas très considéré par les musées. Je pense aussi parce que c'est des publics qui viennent facilement au musée, donc du coup, il n'y a pas besoin de créer des choses pour les attirer. Et que les musées, du coup, et quand ils font leur programmation, notamment les musées de sciences, vont notamment chercher à attirer les jeunes, les étudiants et les étudiantes. D'autres possibilités d'évolution, après, il y a tout ce qui va être en termes de format. Donc, à chaque fois qu'il y a un nouveau format, il n'empêche pas les anciens. C'est-à-dire que le fait qu'on puisse faire de la médiation scientifique en réalité mixte dans notre musée ne nous empêche pas à côté d'avoir des choses très low-tech, avec vraiment juste des manipulations avec des blocs, des cartons, enfin je veux dire des choses très concrètes. Voilà, on aura des ateliers un peu d'origami, de construction de formes avec du papier. Et en fait, je pense que le nombre de formats possibles en médiation scientifique va s'enrichir. Il y en a même auxquels on pense toujours, on pense même pas encore. Mais ce qui est chouette, c'est que ça va pas pour autant faire disparaître les anciens. Il y aura toujours des articles, des revues papier, des revues en ligne, des podcasts, des vidéos, etc. Et c'est une grande richesse qu'il va falloir conserver. Mais il faut, pour les médiateurs et les médiatrices scientifiques, en tout cas, il faut être, je pense, assez ouvert à l'évolution des formats de communication et de diffusion de contenu. Parce que si un format permet de diffuser un contenu, il permet de diffuser un contenu scientifique. Et donc, forcément, des acteurs de la culture scientifique s'en empareront pour faire de la médiation. C'est vrai qu'après, de toute façon, tout domaine, on va dire, est en évolution et du coup, forcément que ça va évoluer. Après, on sait pas forcément toujours comment, mais je pense qu'il y a, on va dire, des pistes à explorer pour peut-être, on va dire, diffuser un petit peu plus les mathématiques au sens large. Et toi, on va dire, quel est le prochain projet que tu aimerais vraiment développer? Ou tu ne développes pas encore? Donc en lien avec ce que je disais justement en termes de format, la réalité mixte, donc qui est exploitée dans le cadre de notre musée, et donc c'est un projet sur lequel je suis très impliqué et où je vais continuer de l'être. Ça c'est vraiment un gros challenge parce qu'on va être le premier musée pas le premier musée à avoir une expérience avec casque HoloLens, mais à vraiment à les utiliser de cette manière-là, avec donc toujours accompagné avec un médiateur ou une médiatrice, par une groupe d'une dizaine, avec une expérience vraiment collective. Ça c'est quelque chose de vraiment inédit dans les musées, que ce soit musée scientifique ou même tout type de musée. Et donc, c'est en même temps que c'est un projet de médiation scientifique, c'est presque aussi un projet de recherche, voilà, très innovant. Et donc, ça, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur et qui voilà, et comme je dis, c'est aussi un vrai défi. Ça va pas être évident de faire fonctionner, même si maintenant, donc notre expérience elle est prête, ça va pas être évident de la faire fonctionner au quotidien dans le musée, et ça va continuer d'être quelque chose de très expérimental. Mais j'espère que ça inspirera également. C'est sûr que ça va inspirer de toute façon d'autres musées. On n'est pas le seul musée à faire de la réalité mixte, même si nous, voilà, à le faire de cette manière-là, on est pour l'instant les seuls. Mais il y a les casques HoloLens, les casques de réalité virtuelle sont de plus en plus présents dans les musées et notamment dans les musées scientifiques. Et sinon, pour parler donc d'un projet également que j'aimerais développer, alors donc pas sur un format, mais sur une thématique,
moi je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est lien entre mathématiques et démocratie, tout ce qui est les systèmes de vote, les systèmes de choix, comment est-ce que le fait de prendre tel système de vote influe sur le déroulement d'une élection, pourquoi est-ce que ça crée des frustrations, pourquoi est-ce que ça crée du vote utile. Pas rentrer dans le détail, mais bon, là on enregistre cet épisode entre les 2 tours de l'élection présidentielle, donc c'est évidemment très d'actualité. Et donc je m'intéresse beaucoup à un peu l'étude mathématique de la politique, même si c'est sans faire du tout de politique. Et j'aimerais bien développer des contenus là-dessus. C'est pas évident, il y en a déjà plein qui existent. Et du coup, la question à se poser, c'est finalement si j'ai envie de créer quelque chose, faut que ce soit différent de ce qui existe déjà, donc pas évident. Je veux vraiment essayer d'y intégrer une dimension très faire prendre conscience de en quoi ça va influer même sur moi en tant que citoyen ce que je fais quand je vote. Et donc là, avec un chercheur à Lyon, avec 2 chercheurs à Lyon, on y réfléchit. Et donc j'ai fait un interview là il y a pas longtemps sur ce domaine, qui va être publié en juin. Et je prépare également une conférence en lien avec un chercheur pour le mois de juin sur cette thématique, vraiment mathématiques et démocratie. Et c'est quelque chose que j'aimerais bien, comme c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup, j'aimerais bien développer plus de contenu de médiation scientifique sur cette thématique. Parce que je suis sûr qu'il y a plein de trucs à faire. Puis c'est vrai que je pense que c'est pas forcément l'association mathématique aux disciplines qui est la plus connue. Parce que, on en parle peut-être un petit peu. Quand on pense à la démocratie et mathématiques, on va penser peut-être au sondage ou ce genre de choses, mais je suis pas sûre qu'on pense tellement à d'autres choses, quoi. En tout cas, je pense pas que ça soit très connu. Et alors c'est super important parce qu'en fait, l'analyse qu'on peut avoir de la vie politique actuellement, elle peut vraiment se faire aussi via les mathématiques en disant le fait d'avoir un scrutin qui fonctionne de cette manière, ça influe, ça fait ça, ça a comme conséquence ça sur la vie politique. Et en fait, on le voit vraiment avec les enjeux politiques qu'il y a actuellement. Et c'est pas nouveau, c'était déjà le cas il y a 5 ans, il y a 10 ans. Et est-ce que tu as un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait se lancer dans la médiation scientifique ? Alors j'en donne peut-être plusieurs, parce que je sais pas s'il y en a un seul qui... Sauf que je suis pas sûr qu'il soit très bon, donc du coup autant en donner plusieurs, comme ça il y en aura bien un qui marchera. Moi je trouve quelque chose qui est vraiment important, c'est de se dire qu'on va faire de la médiation scientifique et de vraiment avoir cette idée que ok, je vais transmettre des sciences, mais je vais le faire pour que ça ait un impact social. Et je trouve que c'est vraiment ça la finalité de la médiation scientifique, où c'est évidemment il faut avoir une très forte curiosité scientifique, et donc ça c'est l'un des conseils que je donnerais aux personnes qui veulent se lancer là-dedans, c'est soyez curieux sur plein de domaines scientifiques, mais il faut vraiment être très conscient de tout ce qui se passe dans la société en termes de lutte contre les discriminations, en termes de lutte contre les inégalités éducatives, sociales, pour vraiment se dire tiens, comment est-ce que avec les sciences je peux aller en fait m'intéresser à ces enjeux de société là et agir dessus. Donc voilà, pour les mathématiques, je disais entre autres, il y a la question de l'accessibilité des mathématiques pour les jeunes filles et du fait que on manque de filles en mathématiques, donc il faut attirer les filles en mathématiques. Mais dans d'autres sciences, ça peut être des enjeux différents, et donc il faut vraiment bien connaître et réfléchir en fait sur ces enjeux-là pour vraiment derrière avoir des contenus de médiation scientifique qui soient vraiment impactants et qui fassent la différence. Et du coup, c'est super intéressant aussi. Je pense que c'est une contrainte, mais que c'est aussi une richesse de réfléchir à ça. C'est pas évident d'ailleurs, je pense, de se former là-dessus. Et je suis pas du tout, je pense pas être forcément un bon exemple de conscience par rapport à ça, mais peut-être sur certains sujets si, mais en tout cas, c'est les formations en médiation scientifique l'incorporent pas mal quand même, cette réflexion-là, et c'est pour ça que c'est aussi important, je pense, de faire une formation en médiation scientifique pour se lancer en médiation scientifique, en ayant aussi une formation, donc d'abord sa formation science, et ensuite une formation qui vraiment amène à ouvrir sur la société, à réfléchir au lien entre science et société, parce que c'est là-dessus que se fait vraiment la médiation, différence de la vulgarisation. Et pour finir, je vais te poser la question du podcast. Quel est ton premier souvenir mathématique ? Ça remonte à très longtemps. Premier souvenir forcément. Alors je crois que c'était en classe de CP ou CE1 qu'on faisait ça, et c'est un truc, je me rappelle pas assez pour vraiment donner une description précise, mais il me semble que c'était pour apprendre les soustractions avec retenue. On faisait des espèces de dessins où on mettait des billes dans des boîtes, et en fait c'est marrant parce que je me rappelle vraiment de ça, parce que je me rappelle que j'y comprenais vraiment mais rien du tout, que dalle. Et mais qu'en fait ce qui m'énervait, c'était que j'arrivais à faire les soustractions mais sans utiliser la technique du prof. Je crois que j'ai en tête le mot abac, mais je sais pas du tout si c'est ça le truc. Alors, je sais pas si c'est une technique, je sais pas si tout le monde faisait ça en CP/CE1 ou juste peut-être mon enseignant qui trouvait que c'était une bonne technique pour apprendre les soustractions. Mais je me rappelle que moi, ça m'avait pas du tout aidé et que ça m'avait complètement perdu. Et en fait, c'était c'est vraiment un truc que j'avais pas compris. Et je pense que les premiers souvenirs qu'on a des maths, c'est plutôt des trucs qu'on n'a pas compris, parce que finalement, quand on a compris, on s'en rappelle pas parce que du coup, c'était un peu facile, etc. Et je trouve que
si je devais faire même d'autres souvenirs, ce serait plutôt les fois où j'ai été confronté à quelque chose que j'ai pas compris, puis que ensuite j'ai compris. Et c'est là que c'est cool parce que du coup, on a la sensation de progresser et c'est ça qui est chouette. Merci beaucoup Adrien pour cette interview. Merci beaucoup à toi Lorraine pour l'invitation et puis pour nos échanges. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. J'espère que cette conversation avec Adrien vous aura plu autant que moi. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner pour soutenir le podcast. À très vite sur Parcours Mathématiques.